Anne-Sophie Seban-Bécache, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice France de l'IJC, l'American Jewish Committee. Et nous vous recevons aujourd'hui, quelques jours après la tenue jeudi dernier du Forum franco-américain sur l'antisémitisme à Sciences Po Paris. Une journée d'études et d'échanges autour du thème de la jeunesse en première ligne face au développement de la haine anti-juive. Anne-Sophie, je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur le lieu choisi pour ce rassemblement, Sciences Po Paris. Pourquoi là? Est-ce une manière pour vous de souligner une forme d'évolution positive au sein de l'IEP, de sa gouvernance après les troubles de l'an dernier autour de la guerre à Gaza? Tout à fait, c'est né d'une conversation que j'avais eue l'année dernière avec le leadership de Sciences Po. On avait cette idée de forum franco-américain et l'ambition de le consacrer effectivement à la jeunesse. Et Sciences Po est le premier lieu auquel j'ai pensé en considérant qu'effectivement ça aurait une charge symbolique et ce serait l'occasion pour l'institution aussi de montrer son engagement sur ce sujet et sa volonté d'occuper aussi l'espace. Alors on a été accueillis par le directeur de Sciences Po et ça a été l'occasion aussi d'évoquer avec lui ce qu'il a mis en place pour qu'éviter ce qui a pu se produire sur le campus après le 7 octobre ne se reproduise. Et vous avez été bien accueillis par ailleurs par la communauté étudiante jeudi dernier? Oui, alors après, les étudiants n'avaient plus cours, donc il n'y avait plus beaucoup d'étudiants sur le campus, mais on a quelques étudiants de Sciences Po qui sont venus participer au forum, surtout des étudiants de l'Union des étudiants juifs français du groupe local de Sciences Po, on va y revenir tout à l'heure. Mais d'autres aussi qui ont été intrigués, qui ont vu les affiches, qui m'ont demandé ce qui se passait, etc. Des professeurs aussi qui ont témoigné de l'intérêt. Alors le nouveau directeur de Sciences Po Paris, Louis Vassy, s'est d'ailleurs exprimé dans la matinée. Je crois, qu'est-ce que vous avez retenu de son intervention et de sa volonté de s'engager localement dans la lutte contre l'antisémitisme? Il a été assez remarquable dans la manière dont il a exprimé, lui, sa ligne qui a été la sienne depuis qu'il est arrivé à Sciences Po, parce que les premières heures et les premières tentatives de blocage ont eu lieu très tôt après le 7 octobre. Il n'était pas encore directeur, mais justement, il y avait une forme de vacances qui n'était pas liée à ça, mais à d'autres sujets qui faisaient que le directeur de l'époque avait dû démissionner. Je pense que les groupes radicaux avaient aussi profité un peu de la crise de gouvernance. De la crise de gouvernance de Sciences Po pour organiser des manifestations assez radicales et essayer de bloquer le campus. Dès qu'il est arrivé, lui, il a eu un message de fermeté et de clarté pour exclure les étudiants qui avaient dépassé les règles, tout simplement. Sciences Po a des règles. Quelles sont les lignes rouges de Sciences Po en la matière? L'occupation, déjà, il y a rien. L'occupation, c'est interdit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, après l'heure de fermeture de Sciences Po, des étudiants essayent de rester pour bloquer le campus, le directeur l'a redit, il a tout de suite appelé la sécurité et l'étape d'après, c'est effectivement d'appeler la police pour les faire évacuer. Et donc, il n'y a pas eu d'occupation la nuit du campus de Sciences Po, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les campus américains. C'est aussi une ligne claire sur l'absence totale de politisation de l'institution, puisqu'une des demandes de des étudiants aurait été que Sciences Po se positionne sur le conflit israélo-palestinien. Donc là aussi, le directeur a été très clair. Une ligne très claire aussi sur la question des partenariats avec les universités israéliennes, où il y avait pas de encore renoncement une demande sur le sujet. Voilà, pas de renoncement, de la clarté, tout en souhaitant que l'université reste un lieu de débat qu'il est normalement et qui, normalement, effectivement, laisse exprimer des opinions qui peuvent être très divergentes, mais quand ça dépasse le cadre légal et qu'on tombe dans l'incitation à la violence, au terrorisme, il a eu des mots assez forts et des règles assez claires qu'il suit. Anne-Sophie Seban-Bécache, est-ce que vous diriez, comme Gabriel Attal à l'époque, qui était Premier ministre, que le poisson pourrit toujours par la tête, que la plus grande vigilance est de mise et de rigueur dans les établissements qui forment les élites de demain? Oui, et d'ailleurs, on le sait, c'est une stratégie, ça a été une stratégie de la France Insoumise d'utiliser Sciences Po comme un lieu d'expression de leur propagande, de leur idéologie radicale pro-palestinienne, parce qu'on sait que Sciences Po étant l'université d'élite en France, et le lieu par lequel tous les politiciens passent, sont formés, c'est un lieu qui est très surveillé. Tout ce qui se passe à Sciences Po se retrouve rapidement dans les médias dès qu'il y a Et donc, on le sait, il y a eu une grande instrumentalisation de Sciences Po et des associations étudiantes par la France Insoumise elle-même. Donc oui, ça passe toujours par les élites. On le voit aussi aux États-Unis. Sachant par ailleurs,
C'est les campus des plus grandes universités de la Ivy League qui ont connu le plus de blocages et de radicalité sur leur campus. Ça pourrit par la tête aussi, en allant plus loin que la partie la plus visible de ce qui se passe sur les campus. C'est aussi là que on voit certains mouvements idéologiques prendre racine ou non. Et quand ça commence par ces universités-là d'élite, on sait que ça indique aussi quelque chose de plus large qui se passe au sein de nos sociétés. Mais c'est sans doute souvent là que ça apparaît de la manière la plus visible et la plus médiatisée, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que Sciences Po Paris est toujours un terreau favorable à la France insoumise? Il faut rappeler aussi ces chiffres. En 2022, au premier tour, 56% des étudiants de Sciences Po Paris avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça serait toujours le cas ou est-ce que ça a un peu évolué compte tenu des crises des derniers mois? Je sais pas s'il y a eu un nouveau sondage là-dessus. Après, Sciences Po a toujours été une université plutôt de gauche. Et évidemment. Après, je sais qu'il y a eu aussi un ras-le-bol des étudiants qui ne se sentent pas du tout liés à ce conflit et à ce type de mobilisation et de voir leur université bloquée à plusieurs reprises, de voir cette ambiance, en fait, cette atmosphère effectivement extrêmement tendue dans l'université. Ça a, je pense, découragé beaucoup d'étudiants. En tout cas, ça leur a fait se poser beaucoup de questions sur l'instrumentalisation de ce type de mobilisation. Mais ça témoigne, le Sciences Po, comme toutes les universités, c'est toujours le reflet de ce qui se passe au sein de notre société. Donc, de la même manière qu'on peut se demander si LFI a perdu en popularité au sein de la population française, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui se sont rendus compte de la manipulation qui a été faite autour des élections européennes, des élections législatives, de ce sujet-là en particulier, et de leur absence par ailleurs de programmes qui tiennent la route. Là aussi, il faudra voir les effets que leur stratégie a eu ou non sur la société dans son ensemble. Et ce qui se passe à Sciences Po n'est que le reflet d'un phénomène plus large. Le président de l'IJC, Tom Dutch, était à Paris, s'est exprimé en ouverture aux côtés de Jonathan Arfi, le président du RIF. Quelles sont les similarités entre la situation en France et aux États-Unis en matière d'antisémitisme? Anne-Sophie Seumant-Bécache, est-ce qu'il y a une réflexion commune qui est déjà en cours pour essayer parfois peut-être de réfléchir, mais aussi d'agir ensemble? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de similarités dont les Américains, je pense, prennent conscience aujourd'hui. Il y a un décalage un peu dans le temps, parce que comme on dit souvent, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ce regain de l'antisémitisme et cet antisémitisme qui prend cette forme de la haine d'Israël. Pour eux, c'est un peu plus nouveau, mais on retrouve des points communs dans les sources de l'antisémitisme. Ils ont un antisémitisme d'extrême droite qui, lui, s'exprime de manière très violente. Ce que nous, on n'a pas eu en France depuis longtemps, mais chez eux, ça a commencé par là, avec l'attentat de Pittsburgh en 2018. Donc, un peu différent, mais là, avec ce qui s'est passé à Washington, en marge de notre événement au musée juif, c'est pour la première fois un acte meurtrier antisémite de la part d'un groupe d'extrême gauche. Eux, c'est la menace à laquelle ils font face depuis quelques années. On l'a vu dans certains mouvements progressistes, que ce soit dans Black Lives Matter ou dans le mouvement féministe, où il y avait ce ferment antisioniste virulent, voire antisémite, en tout cas qui masquait un antisémitisme dont on voit aujourd'hui des effets très, très concrets depuis le 7 octobre. Donc on se retrouve là-dessus. C'est-à-dire que les juifs américains comme les juifs français se sentent pris dans cet étau entre une extrême gauche radicale et une extrême droite. Ce qu'ils connaissent moins aujourd'hui, c'est l'islamisme radical que nous, on a pu connaître, les meurtres et les attentats terroristes antisémites qui viennent de là. Pour eux, c'est moins prégnant aujourd'hui, mais le même sentiment que finalement ce qui cristallise la haine des Juifs des deux côtés de l'Atlantique, c'est toujours cette mobilisation autour de la haine d'Israël. C'est toujours le moteur qui va justifier qu'on s'en prenne aux Juifs jusqu'à les tuer dans les rues de Washington. C'est bien ça qui joue, puisque l'assaillant a bien crié Free Palestine. De la même manière que chez nous, on le sait, cette haine d'Israël, elle est un moteur de la radicalisation pour les islamistes en France, un moteur de la radicalisation de notre extrême gauche aussi. Et donc oui, l'objet de cette conférence était de réfléchir à des stratégies communes et de s'inspirer les uns les autres pour pouvoir mieux faire face à cette menace. Alors à l'occasion de cette journée d'études à Sciences Po, vous avez annoncé le lancement d'un nouveau programme. De quoi s'agit-il précisément, Sophie? Alors c'est dans le cadre de Fulbright, qui est un programme en fait de bourse qui dépend du département d'État américain et qui permet aux étudiants du monde entier d'avoir des bourses pour étudier. Ils ont un programme qui s'appelle le Fulbright Specialist. Et en fait, on va faire venir chez IJC en France un expert américain pendant quelques semaines. Et l'idée, c'est de construire à partir des conclusions de notre forum, où on a eu en plus d'une conférence classique, des séances par petits groupes où on a des ateliers où on a exploré certains thèmes. Alors évidemment, ce qui se passe sur les universités,
dans les universités, ce qui se passe sur les réseaux, sur on les en réseaux parlera dans quelques sociaux, instants. l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui se passe dans le domaine de la culture et du sport, tous les domaines qui finalement ont un impact sur la jeunesse. Et l'idée, c'est que cet expert va venir un peu explorer nos manières de faire en France, les comparer avec les politiques publiques aussi aux États-Unis, essayer de faire des recommandations au bout de 1 ou 2 mois, produire un rapport qui sera des recommandations et un rapport qui va réunir les bonnes pratiques aux États-Unis et en France. Et c'est un peu notre contribution, celle qu'on souhaite apporter au dialogue bilatéral entre la France et les États-Unis sur l'antisémitisme, essayer de trouver des outils un peu innovants, des projets qui pourraient se développer des 2 côtés de l'Atlantique. Vous évoquiez les moyens, les outils qui pourraient être développés. À cette journée d'études s'est exprimé notamment le professeur Hugo Micheron. Comment l'IA peut servir à lutter contre l'antisémitisme et plus largement contre la haine en ligne ? Mais l'IA peut être utile de différentes manières. D'abord, utiliser l'IA comme un outil qui nous permette d'identifier beaucoup plus efficacement et sur du big data, avec beaucoup plus de données, exactement ce qui se passe en ligne, d'en faire une analyse très fine sur quels sont les réseaux. Donc lui est venu parler, j'étais pas précisément dans son atelier, mais il est venu parler de son projet justement où lui, il le lie effectivement avec son domaine de prédilection qui est l'observation des phénomènes islamistes et djihadistes de radicalisation en ligne. Donc c'est déjà un outil qui permettra d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de ce qui se passe et donc de combattre aussi de manière beaucoup plus efficace ces réseaux. Et ensuite, l'utilisation de l'IA pour amplifier aussi notre travail sur les réseaux sociaux, les messages qu'on essaye de faire passer, faire des campagnes de communication beaucoup plus larges et beaucoup plus pertinentes en utilisant l'IA qui nous fait gagner un temps fou sur ce type de contenu. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban-Bekach d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Steve, à bientôt.